Bonjour à tous. Hello. Are you ready to win or to lose before French teams? So we will start the conference. Thank you very much to be here. I give the floor to my colleagues from Toulon and the Académie Olympique for discours d'introduction. I will speak then for 5 minutes. To present this conference, and then we have a panel with students, a student of Dublin, a student of Madrid, a French student, and we will speak, all of us, about Europe and sport. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je vais leur dire bienvenidas et bienvenidos. Welcome. Vous avez une magnifique équipe de traductrices et de traducteurs, donc je vais en profiter pour parler en français. Soyez donc toutes et tous les bienvenus dans la maison du sport français. Je suis le président de l'Académie nationale olympique française et je suis très honoré de pouvoir vous accueillir dans cette très très belle maison. Je ne serai pas très long, mais je souhaite malgré tout et surtout remercier l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Una Europa pour l'organisation de cet événement exceptionnel. N'ayons pas peur des mots. Vous allez donc aujourd'hui suivre une conférence, mais vous n'êtes pas là que pour ça. Vous êtes là aussi parce que vous aimez un sport en particulier, le rugby, que vous allez pratiquer. Et parce que vous allez également faire des rencontres culturelles, suivre des concerts et découvrir, je l'espère, un petit peu de la vie parisienne. Alors la conférence de ce jour est intitulée Sport et Europe. Sport et Europe, cela fait beaucoup sens pour le mouvement olympique. Le mouvement olympique, vous savez qu'il a été rénové, diront certains, remodelé ou réinventé par un Français, Pierre de Coubertin, qui a œuvré dans les locaux même de la Sorbonne à partir de 1894 et même avant, et ses héritiers ont ensuite ici travaillé à son programme éducatif. Pour l'Académie olympique, c'est aussi et surtout s'inscrire dans cette continuité-là, et dans cette continuité qui est humaniste, universaliste, mais qui est aussi grandement européenne. De par l'héritage de l'Antiquité grecque et cette rénovation française, nous sommes pleinement en Europe. Et je suis ravi qu'un aussi beau sport que le rugby puisse servir à l'illustrer avec ses valeurs, elles aussi pleines d'humanisme, qui vont permettre de faire écho avec ces valeurs du sport et les valeurs de l'Europe. Je ne serai pas plus long, en tout cas vous êtes ici chez vous en tant que sportif, que dirigeant, que enseignant, professeur, dans cette grande et belle maison du sport français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je me présente tout de même. Je suis Fabienne Perlier-Leneuf. Je suis professeure de droit européen à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vice-présidente de l'université. Je suis membre aussi du board de l'Alliance Una Europa, dont je vais dire quelques mots. Alors, chers étudiants, chers collègues, chère Émilie de Una Europa, donc c'est avec vraiment un très 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 grand plaisir que je prends la parole au nom de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de sa présidente, pour vous accueillir ici tous au sein du Comité national olympique. Et je remercie vraiment sincèrement l'Académie nationale olympique et sportive de nous permettre d'organiser cette conférence ici même, avant que tous vous ne partiez pour la Sorbonne et le grand amphithéâtre avec cette très belle cérémonie qui vous attend tout à l'heure à partir de 18h30. Alors, je n'ai pas assez de mots pour vous dire ma satisfaction de voir la jeunesse européenne ici. C'est vraiment très enthousiasmant. 10 équipes sont inscrites appartenant à 5 universités différentes. Alors, University College of Dublin,
que nous pouvons applaudir. Bravo, merci. L'Université Complutense de Madrid. L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Deux autres universités parisiennes vont nous rejoindre, l'Université Paris-Assas et l'Université Sorbonne Université. Je ne suis pas sûre que les joueurs soient tous présents. Sorbonne U, bon, voilà, ils vont vous rejoindre tout à l'heure. Donc, je suis très heureuse parce que ce projet est l'aboutissement de plusieurs mois et de beaucoup de semaines de travail. C'est la première fois qu'à Paris 1, nous organisons un événement de cette nature. Et il est quand même assez rare qu'un établissement universitaire se lance dans une telle opération avec un grand événement sportif européen, un événement sociétal ou encore plus académique avec cette conférence, un événement culturel et solidaire avec le concert auquel vous êtes tous conviés demain soir à l'Élysée-Montmartre, et puis un événement institutionnel avec la grande cérémonie tout à l'heure dans le grand amphi de la Sorbonne. Donc c'est pourquoi, donc c'était pas évident pour nous, c'était un vrai challenge. Donc j'aimerais remercier les équipes de Paris 1. Alors ils sont un peu partout. En tous les cas, l'AD2P qui est ici, et vraiment vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont fait vraiment un super travail. Avec la direction de la communication, évidemment, et puis Lionel qui doit être avec son téléphone dans les couloirs quelque part. Voilà. Je suis encore heureuse aussi parce que ces journées se déroulent sous le sceau de l'Alliance Una-Europa. Alors, cette alliance, cette université européenne, est une université qui réunit 11 partenaires prestigieux. Alors, nous avons Dublin, Madrid, il y a aussi Bologne, il y a Cracovie, il y a l'université Freie de Berlin, nous avons l'université d'Helsinki, l'université de Zurich, l'université d'Édimbourg et l'université de K11 qui sont membres de cette université. Autrement dit, plus de 500 000 étudiants réunis, ce qui fait quand même un ensemble européen absolument extraordinaire. Et dans ce cadre, avec Émilie, qui est secrétaire générale de cette alliance européenne, nous essayons de construire pour les étudiants des bachelors, des masters, des doctorats, de la recherche, faire en sorte que vous vous rencontriez. Et donc, beaucoup de projets communs pour créer un espace vaste, inclusif et solidaire voilà, au profit des étudiants. Donc, je suis satisfaite parce qu'aujourd'hui aussi, l'idée de ces 3 jours est de réunir ces étudiants pour qu'ils se rencontrent vraiment concrètement, c'est-à-dire donner vie, donner du concret à l'université européenne. Et c'est un challenge et, pour que cette université soit la plus dynamique possible. Alors ceci m'amène au thème de la conférence d'aujourd'hui. Nous avons souhaité, avec les équipes de Paris 1, avant la grande cérémonie, créer un moment privilégié pour nous, pour parler d'Europe et de sport, pour échanger sur les expériences des uns et des autres, et puis peut-être aborder un thème qui une question qui mérite aujourd'hui d'être posée, c'est est-ce que le sport peut permettre de forger une identité européenne ? Alors, cette idée est peut-être provocatrice parfois, incongrue pour certains, parce que depuis toujours, et notre historien nous en parlera tout à l'heure, évidemment, le sport est une préoccupation nationale. Les sportifs combattent pour défendre l'entité à laquelle ils appartiennent. Alors, au plus petit niveau, c'est le village, la ville, la région, la nation. Quel est le rôle de l'Europe dans tout ceci ? L'Europe n'est pas une nation, mais l'Europe est un espace, une entité qui réunit des nations qui l'ont décidé et décidé ensemble. Alors, certains domaines sont communs en Europe, le marché intérieur, la monnaie, etc. Le sport n'est pas une compétence de l'Europe, de l'Union européenne, mais le sport est quand même bien présent dans les traités. La mission de l'Union européenne est d'appuyer, de soutenir les actions des États membres dans le sport. C'est de contribuer à la promotion des enjeux européens du sport en tenant compte de ses spécificités, c'est de développer la dimension européenne, ses valeurs
qui sont portés par le sport au niveau européen. Et l'Europe travaille sur le rôle du sport dans la société, sa dimension économique, le cadre juridique du secteur sportif, évidemment les valeurs qu'elle porte. Bon, alors rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours de droit de l'Union européenne sur le sport, même si on pourrait tout à fait l'envisager et ce serait certainement un cours intéressant, mais en tout cas, ce n'est pas l'objet. Je vais laisser tout à l'heure la parole à la représentante de la Commission européenne à Paris, qui va nous parler des programmes qui sont initiés par la Commission pour soutenir les activités sportives en Europe. Pour l'instant, je réitère ma satisfaction d'être ici, de vous avoir tous en face de nous, parce que là, maintenant, c'est du concret, après l'avoir imaginé pendant des semaines. Donc, j'ouvre vraiment officiellement les festivités de ces trois journées. Et voilà. Et donc, encore bravo et merci à tous pour votre engagement. Alors, nous avions prévu 2 panels de discussion. Et puis, compte tenu du timing un peu serré, nous avons réuni les 2 panels. Donc, je vais appeler tous les intervenants en même temps. Alors, les étudiants, Tremond, you can come to sit on the chair. L'étudiante espagnole, I don't know your first name. Both? Yes, you can, yes. You can come. Arthur Garibo, qui est vice-président de l'ANOSTAP, c'est-à-dire l'association des étudiants qui font des études sportives. STAPS en France, c'est les sciences techniques du sport. Voilà. Alors, ce panel, ensuite, voilà, j'appelle aussi Pauline Komenko, excusez-moi, qui représente la Commission européenne à Paris. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Damien Archambault, qui est maître de conférence à Paris 1 et qui est historien et qui va s'exprimer, nous parler de l'histoire du sport, notamment en Europe. Voilà. Voilà, donc je n'ai oublié personne. Nous allons animer tous ensemble ces panels, en commençant par interroger les étudiants, puis ensuite on posera des questions sur la question de l'identité européenne et des liens avec le sport. 1, 2, 1, 2, vous m'entendez bien? Parfait. Voilà, donc ce format, il se veut dynamique, il se veut interactif. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous des profils très différents, avec des expériences et des vécus qui vont pouvoir être partagés, mais aussi différents éclairages. Avec Madame la Vice-Présidente, ce que nous voulions surtout, c'était commencer par la parole des étudiants. Vous êtes au cœur de ce projet. C'est pour vous que ce magnifique événement a été créé. Et donc, on va peut-être commencer par vous, mesdames, qui venez de l'Université de Madrid, c'est ça? Donc, vous me dites si je parle trop vite en français? C'est bon? Pour vous, est-ce que le sport et l'Europe, c'est 2 mots qui vont bien ensemble? I think they go well. I think there's a lot of shared values between Europe and sports. And I think although in Europe there's different countries, different nations, different backgrounds, we've got several common grounds, and one of them is sports. One of these sports being rugby. And I think values such as teamwork and collaboration and, I don't know, honesty, that's a value that I think is very present in rugby. It's also present in Europe and in what the European Union means.
Peut-être. I agree with what my partner said. And I also think that whenever there's like a big sports event in like Europe, every country brings out their pride and everybody roots for their country, but at the same time, you can exchange like thoughts and different cultures. If you're like in another country when match, like an international match in Europe is playing on TV, you can go to a bar and you can talk about it with like the other teams, like supporters, and I think that's pretty cool that like we have an interest common. A common interest. Merci beaucoup. German, is it the same in Ireland? Oui. No lo necesito. Yes, I think so very much. You know, we were a lot of the guys that I play with. We were over here for the World Cup, and we sort of received a fantastic reception from you guys here in France. And you sort of saw that throughout Paris, throughout all the other cities across France, throughout the World Cup. There was such a huge sort of collaborative effort. It didn't matter what team you were from, whether you were from France, whether you're from Ireland, whether you're from even England, I dare say. It was, you know, that sort of camaraderie that certainly rugby brings, but all sports bring, you know. We sort of, in Ireland, we tried to host like the Euros, and that's another thing that when France come over to play Ireland, there's sort of that team spirit that everyone brings. How that relates to Europe is that we're European countries ultimately. You know, we have that respect for one another. We have that sort of, you know, mutual hatred of England. It's something that brings us all together. Merci beaucoup. Yeah, we have much in common. Je vais me tourner avant d'aller vers l'autre étudiant qui a une expérience européenne très forte, peut-être vers l'historien, peut-être pour nous dire si finalement, est-ce que ça a toujours été le cas, si finalement l'Europe a toujours été sportive ou si le sport a toujours été européen. Désolé pour cette question tordue. Bonjour à tous. Bon, alors c'est une vaste question. Alors, il y a plusieurs. On peut voir ça sur plusieurs aspects. Sur le fait que la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de politique sportive européenne et il n'y a aucune volonté de la part des acteurs du sport de construire une identité européenne, notamment en créant des compétitions internationales européennes. Donc là, ce serait trop long, je ne vais pas développer, hein, mais en gros, les premières compétitions européennes, en fait, elles apparaissent dans deux cas de figure. Le premier, c'est l'opposition aux États-Unis. Donc ça, c'est dans les années 30, c'est-à-dire face à l'émergence de la puissance américaine en athlétisme, en golf, alors même si ça prendra beaucoup de temps avant que ça se matérialise, où il y a des équipes européennes, ou en tout cas des compétitions européennes qui sont là pour faire front face à cette nouvelle puissance sportive qui est apparue de l'autre côté de l'Atlantique. La deuxième chose, c'est la création des compétitions européennes de football, puisque le grand sport en fait, qui peut unifier l'Europe culturellement, c'est le football, qui est pratiqué partout, ou quasiment partout. Ça apparaît, donc souvent, hein, il y a eu cette coïncidence, hein, la première Coupe d'Europe de football, c'est en 1956, un an avant la signature du traité de Rome en 1957. Donc souvent, il y a beaucoup d'historiens, notamment d'historiens de l'Europe ou de la construction européenne ou du sentiment européen, qui ont voulu voir dans cette quasi-coïncidence chronologique le fait que c'était le même mouvement qui était en train d'émerger et de se traduire notamment dans le sport. En réalité, non, pas du tout. C'est-à-dire que la création de l'UEFA en 1953-54, puis la première Coupe d'Europe de football en 55-56, c'est
les Européens qui dominent la FIFA, qui savent qu'avec les décolonisations, ils vont perdre la majorité au sein de la FIFA, et qui donc créent un groupement d'intérêts à l'intérieur de la FIFA pour préserver leurs intérêts. Donc c'est d'abord en fait une sorte de lobby, l'UEFA. Et ensuite la création des compétitions européennes. On fait tout justement pour que ce ne soit pas des compétitions européennes. C'est-à-dire même dans le nom, hein, c'est la Coupe des clubs champions européens, parce que la FIFA interdit que le mot Europe soit prononcé. Et ce n'est pas cette institution transnationale qui est à l'origine, c'est des groupements industriels privés. C'est le journal L'Équipe qui s'est rendu compte qu'elle vend beaucoup moins d'exemplaires papier le mardi et le mercredi, et qui donc crée le mercredi comme jour des compétitions européennes pour relancer ses ventes ce jour-là. C'est la Coupe des villes de foire qui est là, c'est plus des industriels, du commerce européen, etc. Et donc en fait, il n'y a pas du tout de superposition entre ces nouvelles compétitions et l'Europe telle qu'elle est en train de se construire. La preuve est que cette conception de l'Europe va très loin, c'est-à-dire qu'il y a tous les pays de l'Est. L'URSS rejoint les compétitions européennes en 1966. La Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie sont déjà là en 1956. Et donc, il y a des pays du sud de l'Europe qui ne sont pas, enfin l'Espagne, le Portugal, qui ne sont pas encore dans l'Union européenne. Et donc même là, on le voit, c'est-à-dire que ce qui continue, enfin ce qui agite le football européen de club, c'est la future naissance d'une Super League européenne fermée sur le modèle américain. Et ça ira au-delà des frontières de l'Europe. C'est-à-dire que l'Angleterre ne fait plus partie, enfin le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais la question pour le Real Madrid, la Juventus de Turin qui veulent cette Super Ligue européenne, ce sera comment convaincre les Anglais de participer à ce championnat européen. Et là, on voit en fait toutes les limites de... Enfin, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que, bon voilà, sans vouloir aller trop loin, en gros la Super League existe déjà, c'est la première ligue anglaise. À la limite, s'il fallait qu'il y ait un championnat européen, ce serait comment des grands clubs européens pourraient participer à la première ligue. Enfin voilà, plein de réflexions pour dire en fait le lien entre les deux n'est pas du tout évident si on regarde le sport professionnel. Ensuite, après, il y a ce qui se passe, on va dire, au niveau institutionnel, industriel, et puis comment les peuples s'emparent ou non de ces choses-là. Et de ce point de vue-là, le sport universitaire a au contraire été un moyen de connaissance réciproque dans l'espace européen, un peu comme Erasmus. Voilà, ce genre de réflexion, mais on pourra en discuter. Très bien, merci. Alors, il y a le football, mais il y a aussi tous les autres sports individuels, enfin, ceux qu'on a découverts aussi à l'occasion des Jeux Olympiques. Et moi, il m'a semblé lire aussi dans la presse, au moment des Jeux Olympiques, justement, que si on comptait le nombre de médailles remportées par des athlètes européens par rapport au nombre de médailles remportées par des athlètes américains, on dépassait largement, tous réunis, européens, le nombre de médailles, et qu'on serait devant, évidemment, voilà, les États-Unis en termes de médailles. Alors, c'est peut-être une question qu'on peut poser aux étudiants, aux jeunes. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que vous vous sentez européen dans votre pratique du sport? Est-ce que vous souhaitez, est-ce que pour vous, c'est une utopie de penser que vous ne jouez, vous ne participez qu'à des challenges qui sont nationaux, locaux, etc. Ou est-ce qu'à votre avis, on pourrait avoir une ambition de créer voilà, plus de convergence au niveau de l'Union européenne entre les sportifs? You or you? I think yes and no. That's probably the easiest way to do it. On one hand, you have that sort of sense of sort of team identity. I have that playing for UCD. I have that supporting, Leinster Rugby, I have that supporting Ireland. But equally then you mentioned, in the European Union sort of versus the US medals, there's that element of it as well. I think in terms of maybe not necessarily sport, but when I see Europe as sort of a trading bloc or as a sort of union, I like to see us doing better than the US competitively. I like to see us doing better, than the rest. It's one of those things where
I think that it all feeds into this great thing. I think what separates Europe from the likes of the US, for example, where they have that sort of federalized system, they believe, they chant USA at everything, is that we have that state level. We have that level of sovereignty, we have that level of autonomy to be able to contribute to a greater European project. Whether, that sort of is in keeping with, having to support Europe, where I'm not going to go, to a rugby match and start chanting EU, EU. But I would still go to sort of an event or support events where we have, like, as you mentioned, a greater sort of integrated European sports league. I think that's a fantastic idea. It would be great to have that across, other European countries. We saw in the Euros there that we had the expansion to include Ukraine and other 16 football sort of teams in. That is the sort of progress that Europe needs to have, because Europe never was intended to be this sort of federalized state. It was intended to be a union, a cooperative, an agreement between sovereign states to contribute to a greater cause. And that's how we can do that through sport. So we can still, support Ireland, we can still support France, we can still support Spain, but it contributes to this greater ideology, which is ultimately Europe. On peut peut-être poser la question à Arthur, qui a une expérience en tant que vice-président de l'association des étudiants en études sportives. Ouais, merci beaucoup, merci de me donner la parole. Alors, j'aurais un avis forcément bien moins construit, n'étant pas sportif de haut niveau que mes collègues à droite et à gauche, mais je poserai la réflexion sur deux axes. S'il y a volonté de créer en effet des clubs ou des compétitions européennes, c'est surtout dans quel but? Est-ce que c'est un but de compétition? Est-ce que c'est un but de rivalité avec nos homologues américains? Est-ce que c'est pour se rassembler autour d'un objectif commun? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? C'est quoi l'objectif derrière? Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se pencher, sur qu'est-ce qu'on veut de cette Europe et de cette Union européenne qui, bien sûr, regorge d'opportunités, pour pas qu'elle nous échappe et pour qu'on en tire le meilleur, et pas qu'on en fasse juste un affrontement d'ego avec d'autres blocs américains, asiatiques ou océaniques. Et ensuite, on parlait de bien sûr être plus rattaché à sa ville, peut-être plus rattaché même à sa région, à son pays. Je pense que ça dépend beaucoup de notre éducation et de notre sensibilité. Où est-ce qu'on se sent le plus en lien avec son identité? Et ça peut changer. Il y a peut-être un jour où je vais me sentir vraiment beaucoup plus proche de mon village et je vais aimer jouer pour le club de mon village. Et la semaine d'après, dans une autre compétition, je me sentirai bien plus européen parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai fait un Erasmus. Je pense pas qu'il y ait une réponse noire ou blanche. Je pense que la réponse est dans la nuance, surtout dans la sensibilité, dans le message qu'on veut porter et surtout dans ce qui nous motive à nous engager sportivement. C'est ça qu'il ne faut pas perdre, c'est qu'est-ce qui nous motive? C'est quoi la source de ma motivation pour le faire? Si c'est de la compétition tout le temps, est-ce que c'est malsain? Est-ce que ça va durer toute une vie? Est-ce que d'être dans de la compétition toute notre vie, ça nous dénature pas un peu de pourquoi on fait du sport? Et donc juste s'écouter, quelle est ma sensibilité là dans l'instant T? Et je pense que ça peut que nous rapprocher de déjà pouvoir offrir des milieux de pratique où on se rencontre. Je pense que c'est à ça que sert le sport, et c'est là-dessus que je voulais commencer à introduire le propos. C'est que le sport est tellement universel qu'il va toucher toutes les couches de la société et va faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas d'habitude. Sur un terrain de foot ou un terrain de rugby, on est tous les mêmes, et peu importe d'où on vient, peu importe le capital social et économique, on va tous être régis par les mêmes règles du sport. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde, c'est qu'on arrive à se rapprocher. La montée de l'extrême droite en Europe, elle nous fait très peur à nous les jeunes en France, et elle me fait très peur à moi aussi. Et je pense qu'un des leviers à ces messages de haine qui sont propagés, et au manque d'éducation, au manque d'engagement citoyen des jeunes en Europe, peut être réglé par le sport. J'y crois vraiment foncièrement. On l'a vu aux élections, les taux d'abstention sont encore très élevés. Les Jeux Olympiques sont arrivés et ont remis un petit coup de boost sur ce fédéralisme européen. Il faut absolument qu'on serve du sport pour ça aussi, et pas être tout le temps, je disais, dans la compétition. C'est une bonne chose, on a besoin d'un adversaire pour faire du sport. Mais rappelons-nous aussi pourquoi on s'engage et quelles sont les motivations premières. Depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on a 4 ans, moi j'ai commencé à 4 ans le sport, j'y allais parce que je voulais des copains. Et c'est ça qui me motivait en premier. Bien sûr, le dépassement de soi et l'aspect physique, ça arrive après, mais ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc se rassembler, bien sûr, se rencontrer, bien sûr. Et je pense que notre Europe serait bien plus belle et plus inclusive. Merci Arthur, c'était très fort d'entendre parler du sport pour dépasser le sport, pour faire plus. Justement, au niveau européen, Paulina, au niveau de justement à chaque fois j'ai peur de confondre la Commission et le Conseil, la Commission européenne, qu'est-ce qui est envisagé vis-à-vis du sport? Qu'est-ce que vous proposez?
Effectivement, donc, comme ça a été dit, le sport, c'est pas donc une compétence de l'Union européenne en tant que telle, donc ça reste voilà, une politique nationale propre à chaque État membre, mais pour autant, on essaye quand même de faire des choses au niveau européen. On vient, donc en tant que Commission européenne, appuyer l'action des États membres et agir sur cette dimension voilà, de coordonner les politiques, de propager aussi les valeurs de l'Union européenne. Ça a été déjà dit aussi, mais elles sont quand même très similaires à celles du sport. La devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité », donc c'est vraiment ça le projet de l'Union européenne et je pense que ça rejoint tout à fait aussi les valeurs du sport. Après, pour autant, il y a beaucoup de choses qu'on fait, même sans avoir une compétence propre sur le sport. Je pense qu'il y a tout un environnement en fait, qui est permis par l'Union européenne et qui, pour nous paraît tellement naturel maintenant qu'on le remarque peut-être pas, mais le marché unique, pouvoir voyager dans toute l'Europe, faire des échanges avec Erasmus, même la politique de concurrence de l'Union européenne, tout ça crée en fait un environnement qui est qui vient en support du sport et qui permet des choses toutes simples, mais comme aller à Berlin pour suivre la finale de son club, avec le roaming, pouvoir prendre des photos, les envoyer à ses copains. Enfin, tout ça, c'est quand même permis par l'Europe. Et je pense que c'est une vraie chance, à la fois pour le sport, mais aussi pour nous tous comme citoyens européens. Après, il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi, évidemment, avec les fonds européens. Donc, il y a vraiment beaucoup d'argent qui est mis. Il y a tellement d'exemples dans chaque pays. En France, on finance évidemment beaucoup d'équipements sportifs, des stades, enfin toutes sortes de choses vraiment partout en France, dans chaque région, j'allais dire presque dans chaque village. C'est évidemment quelque chose dont les citoyens ne sont pas toujours forcément conscients que voilà, c'est financé par l'Europe, mais c'est important de le dire. Donc je voulais souligner ça. Il y a des fonds européens qui permettent aussi d'embaucher des jeunes en tant que personnel sportif. Donc en France, par exemple, on a financé plus de 2000 emplois dans les fédérations, tout ce qui est personnel sportif pour les jeunes. Donc ça, c'est, voilà, je dirais, nos principaux leviers d'action vraiment de la Commission européenne et des institutions européennes. On peut peut-être se tourner à nouveau vers les étudiants pour savoir pourquoi vous pratiquez le rugby à 7. I started playing rugby last year because I had never played in a team sport before. Like I had always played individual sports, and I started in college last year. So I thought that for this new stage of like my educational life, I might as well start like a new sports stage, like etapa. And so I tried a few sports at my college, and I just really liked rugby and like all the social life that it involves, and I just think it's a really fun game, and like everybody gets a chance to participate because like there's a lot of body types that can play rugby. It's not just like you have to run fast, you also have to be like strong, and like I just think that it involves like a lot of things, and I really like it. Well, I started rugby 3 years ago, a little bit because of the same reasons. Sports had always been an individual thing for me, something I did for other aims, either to be fit or to be healthy. And 3 years ago, I decided to try a team sport that didn't require using my feet too much, so that was why I chose rugby. And then I stayed there because I think for women mostly, or mainly, it's a very empowering sport. I think it has values and it promotes attitudes that aren't promoted for women culturally.
And I think when you are taught and when you're encouraged to be strong, to stand your ground, to believe in yourself, and to actually like even be like a little bit aggressive when it comes to defending your position, I think those are attitudes that aren't taught to you as a woman when you're little. And I think rugby is a beautiful sport that teaches you that, that encourages you to do that, and that recompensates you when you do that. So that's why I stayed in rugby, that's why I love rugby, and that's why I'm here right now. So. Est-ce que je peux vous demander à quel niveau vous jouez et est-ce que vous participez à des compétitions universitaires fréquemment? Quel est le rythme? I started playing only in the like university competition between different schools, and then I fell in love with rugby, I guess, and I got into the university team that we play inside of Madrid, and then also like we have a national competition at the end of the year, and I also got into a club team that we play in our region. So yeah. Et est-ce que vous avez constitué votre équipe pour venir ici ou l'équipe existait préalablement? It's the university team, and it was already like a team before coming here, but it was kind of reshaped because like last year we had like some people left and some people came in, and so it's like the same team but some people are different. Ok, merci. Agnew, Dublin. It's a good question. When I really started playing rugby, I suppose it's when I could start walking. I grew up. These guys would disagree now because I'm not very good at rugby at all. I played rugby in school. I played rugby in sort of my primary school, my secondary school, and honestly, I hated it. I didn't enjoy it very much. It was taken very, very seriously. It was, a big commitment, and it wasn't my passion. Honestly, politics is my passion. It's what I do for work. It's something that I love. Like doing something like this round table. It's, I love this kind of stuff. But after COVID, and after not playing rugby for a couple of years, I really missed it. I loved watching it on the TV. And one of the guys here today, I got chatting to him, and he sort of convinced me to come down and play, just see how I got on with one match, one training session, and I haven't looked back so far. I've been playing now with UCD for close to 4 years, and I'll probably keep it up. It's a great source of sociability. It's such a brilliant team, the one that I play with, but also sort of the work that we do with the women's team as well. We train on the same nights. We always have some good social nights out as well with them. The club culture across UCD, regardless of what team you're playing for, is unmatched and one of the best that I've ever come across, and I'm so lucky to be able to play with these boys. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences. On voit donc l'importance du club, mais aussi potentiellement le rattachement au pays. Mais tout ça ne peut pas exister sans une structure, sans un système, mais aussi sans des financements. Je me tourne à nouveau vers le spécialiste d'histoire, mais aussi d'histoire des institutions. Et comment est-ce qu'au niveau européen, on a ces éléments-là ? Alors là aussi, sans vouloir faire un discours trop général, hein, prenons la situation française. C'est que avant de parler de la pratique du sport en Europe, prenons le cas de la France, en fait, contre-intuitivement, les jeunes font beaucoup moins de sport maintenant qu'il y a une quarantaine d'années. C'est-à-dire que chaque pays a des modalités différentes de financer le sport de masse et les équipements sportifs. Donc, par exemple, les pays anglo-saxons, c'est le privé qui l'a largement pris en charge. En Allemagne, en Italie, c'est d'abord sur des bases confessionnelles avec des très forts financements. En France, c'est les collectivités locales. Et le financement des équipements sportifs de base n'a jamais été aussi fort dans les années 70-80. Et aujourd'hui, alors que le sport n'a jamais été aussi présent,
médiatiquement, en fait, dans les classes populaires, il y a un recul de la pratique sportive qui se voit par exemple avec l'augmentation du taux d'obésité, etc. Donc voilà, en fait, la question du sport et de l'Europe pose des questions sur, là en l'occurrence, l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, c'est-à-dire avec un cadre budgétaire qui en France est utilisé par une partie du monde politique pour mener des politiques d'austérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a la présentation du budget, il va y avoir une coupe drastique dans les financements des collectivités locales et on sait déjà que les 2 premiers postes qui seront coupés par ces collectivités locales pour faire des économies, ce sera la culture et le sport. Donc voilà, c'est-à-dire qu'avant de penser à la citoyenneté européenne, etc., c'est comment concrètement est-ce qu'on fait vivre le sport. Et en France, en fait, il y a une tendance depuis une quinzaine d'années qui est plutôt au déclin des investissements publics et qui ne sont pas compensés par des sources de financement qui viendraient du privé ou des églises, etc. Donc en fait, l'avenir est plutôt sombre en France. C'est-à-dire qu'il faut toujours, à mon avis, différencier la pratique de haut niveau, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques sont un lieu de confrontation des grandes nations européennes. C'est d'ailleurs pour ça que les Jeux Olympiques existent. C'est que ça permet à l'Angleterre, l'Allemagne et la France de se mesurer pour savoir quelle est la plus grande puissance. Et donc là, l'État est capable de financer beaucoup pour avoir des bons résultats. Mais c'est pas ça le sport. Le sport, c'est d'abord que tous les milieux sociaux puissent faire du sport. Et en fait, en France en tout cas, c'est de moins en moins le cas. Donc voilà, à mon avis, c'est ça les défis qu'il faudra relever dans les années à venir. Mais c'est justement là que l'Union européenne peut être intéressante parce que, et pourquoi pas conférer des compétences un peu plus fortes à l'Union en matière sportive, parce que si les États sont défaillants, l'Union peut pallier peut-être ces défaillances. Enfin, en tout cas, bon, ça c'est un sujet à débattre politique, peut-être dans d'autres lieux, mais en tous les cas, grâce à l'Union quand même. Bon, il y a évidemment le programme Erasmus+, il y a d'autres programmes de financement. Et heureusement que l'Union est là pour contribuer et pour permettre justement aux États de financer quand même. Alors, certes, il y a les politiques nationales, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Il y a les acteurs associatifs, etc., qui bénéficient aussi des fonds européens sans peut-être passer direct par l'intermédiaire des strates publiques des États membres. Oui, j'ai peut-être pas mentionné évidemment le programme Erasmus+, mais je pense que voilà, il est maintenant assez connu pour tout ce qui est mobilité des étudiants. Mais depuis quelques années, il finance aussi la mobilité dans le sport et des projets aussi dans le sport, on va dire transnationaux, donc entre plusieurs pays européens. Et on voit que c'est un succès simplement en regardant les chiffres, c'est qu'à chaque fois le nombre de projets qu'on reçoit de demandes de financement est largement supérieur en fait au montant qu'on a et qu'on peut débourser. Donc il y a un vrai intérêt là-dessus. Et donc chaque fois qu'il y a une nouvelle révision d'Erasmus, on augmente le budget pour les projets sportifs. Et donc je pense que cette tendance va continuer tout simplement parce qu'il y a un grand intérêt. Et ça rejoint, comme je le disais, bien l'objectif de l'Union européenne, de la Commission européenne. Qu'en pense le jeune dirigeant français qui a œuvré à une structuration européenne justement des étudiants dans les filières de sport? Tout à fait, un outil essentiel, l'Europe, pour mener à bien nos projets. Nous, à la NESTAPS, donc l'Association nationale des étudiants en STAPS, on représente 60 associations dans tout l'Hexagone, dont 3 en Outre-mer. Et ce qu'on a compris, c'est que le sport était notre outil pour accéder à des thématiques sociales et sociétales. Le sport, c'est un catalyseur social, donc dès que quelque chose, un mot de la société transparaît, dans le sport, il transparaît 2 fois plus. Donc tout ce qui est transition écologique, tout ce qui est lutte contre les violences sexistes et sexuelles, lutte contre les discriminations, le sport santé aussi, pour avoir accès à une santé complète, on s'est rendu compte que oui, le sport, c'était notre principal outil. Donc dès qu'on avait un objectif ou une problématique identifiée, on s'est dit, par le sport, par cet outil qui nous permet de toucher un maillage de population vraiment monstrueux, on va mettre en place des projets pour les recueillir et sensibiliser directement la parole des jeunes sur le terrain. Donc c'est exactement ce qu'on fait. On le fait grâce à Erasmus+, qui depuis 4 ans nous finance
sur des projets annuels pour qu'on puisse aller à la rencontre directement des jeunes grâce à nos 60 associations, qu'on puisse aller directement sur le terrain parce que c'est ça qui nous relie encore une fois, qu'on aille sur le terrain, recueillir un peu l'avis des jeunes, en faire bien sûr quelque chose d'homogène, mais aussi les sensibiliser sur les thématiques sur lesquelles ils vont être amenés à être confrontés plus tard. Et donc en fait c'est un jeu de double échange où nous on amène un peu ce que la société les prépare à s'introduire, et dans un autre temps on récupère un peu leurs besoins, ce qu'ils aiment du terrain et ce par quoi ils sont animés, et après on en fait du coup des plaidoyers, des recueils de positions, où directement on va recueillir la parole de la jeunesse pour ensuite la porter politiquement, essayer d'influencer à notre humble niveau les politiques sportives françaises et européennes. Puisque bien sûr, sans l'aide d'Erasmus+, on n'aurait pas les financements qu'on voudrait, et sans Erasmus+, on ne pourrait pas non plus aller voir ce qui se passe chez les copains. Là récemment, on s'est rendu compte que pour influencer les politiques européennes, il fallait qu'on ait un interlocuteur européen. Nous, la Neustaps, on ne représente que des Français. Donc c'est pas utile et pas crédible que nous, on porte directement au nom des Français des positions européennes. Et du coup, on a fait la magnifique rencontre d'un homologue qui s'appelle l'ANECAFIDE, qui est une fédération espagnole, qui représente aussi les étudiants dans le champ du sport. Et tous les deux, on s'est rendu compte que oui, il faut qu'on crée en fait cet interlocuteur jeune qui n'existe pas pour l'instant dans les gouvernances sportives européennes. Et donc on a créé très récemment, là en février dernier, lors d'un grand oral au Parlement européen, on a créé EYAS, European Youth Alliance in Sports Field. Et donc c'est la première initiative européenne des étudiants dans le champ du sport, qui permettrait bien sûr d'influencer les politiques sportives européennes, ce qui n'était pas possible pour le moment, mais aussi de recueillir un large panel de diversité d'expériences, de comment marche la représentation étudiante dans les autres pays, de comment est-ce que les liens entre le peuple, les étudiants et les décideurs politiques se fait, ce qui est un peu des fois compliqué pour nous en France. Comment est-ce que vous arrivez, vous, à influencer vos décideurs politiques, et comment est-ce que la démocratie interne à vos universités fonctionne. Tout ça, ça nous intéressait vraiment pour pouvoir faire bouger les choses au niveau du sport et pour pouvoir aussi nous améliorer, nous, dans notre pays. Et ça, c'est encore une fois possible grâce à Erasmus+, grâce à des financements, grâce à des acteurs qui font confiance au réseau associatif et qui font confiance à la jeunesse, parce que ça aussi, c'est une bagarre quand même, en tant que jeune, de se faire écouter, d'être crédible. Quand on prend la parole, pas qu'on nous prenne pour le stagiaire. C'est quand même des combats à mener, et Erasmus+, et les institutions européennes nous ont permis d'ouvrir ce volet-là. Et du coup, quand c'est un peu bouché au niveau national, on va toquer aux portes de l'Europe et on est toujours bien reçu. Et c'est des formidables expériences, et on espère que dans les pays des 27 et même au-delà, on arrivera à trouver des homologues et des fédérations, des associations étudiantes qui sont prêtes ensemble à faire bouger les choses et en tout cas faire entendre la voix des jeunes. Donc encore une fois, merci Erasmus de nous suivre là-dessus. Et pour mon information personnelle, ce groupe est ouvert à d'autres pays, j'imagine, et ouvert à tous. Comment vous fonctionnez ? Ouais. Alors là, du coup, pour l'instant, on a mené des recherches, nous, de notre côté, sur s'il existait des associations ou fédérations similaires avec le même fonctionnement. On a rencontré une première limite, c'est que, en fait, il y a des pays où il n'y a pas la nécessité d'avoir une fédération de représentation nationale, puisque ça se passe bien et tout est au même endroit, tout est concentré au même endroit. L'exemple le plus parlant, c'est l'exemple du Danemark. Les études de sportives au Danemark sont concentrées dans une seule et même université. Donc il n'y a aucun besoin pour ces étudiants-là d'avoir une fédération nationale qui les représente, puisque tout est au même endroit. Donc tout est débattu entre eux et les solutions sont trouvées entre eux, il y a des élus étudiants, tout ça fonctionne. En France, pour faire des études dans le champ du sport, on peut aller dans 60 villes différentes. Donc là, il y a un enjeu à OSCO national, on essaie de coordonner tout ça. Donc ça, c'est la première limite. Dans certains pays, il n'y a juste pas besoin. Donc c'est là aussi, le besoin, c'est d'aller voir. Donc comment est-ce que nous, on veut fonctionner ? Là, sur 2 ans, on a été financé par Erasmus. Sur 2 ans, on va aller dans 11 pays, rencontrer des étudiants d'universités partenaires pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions aussi. Si il se trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de créer une fédération ou une association, un ou une étudiante pourra venir rejoindre du coup EYAS et représenter directement son pays en tant que personnalité qualifiée, on va appeler ça comme ça. Et si finalement, après s'être rendu compte qu'une fédération ou une association, ce serait quand même chouette, on aiderait à la création de cette association, on aiderait à faire en sorte que la représentation dans le pays soit pérenne, et ensuite cette fédération, cette association pourra bien sûr rejoindre EYAS. Il n'y a pas pour l'instant d'obligation, nous ce qu'on veut c'est rassembler, c'est montrer que c'est possible, montrer qu'on peut s'écouter, montrer qu'on peut échanger, et surtout montrer que la jeunesse est crédible pour faire changer les choses. Et c'est ce sentiment-là qu'on veut un peu, qui émane des jeunes, c'est oui, moi aussi je peux avoir la parole, et oui, moi aussi je peux aller taper du poing sur la table quand le sujet me concerne. Donc peu importe la structuration, peu importe la nature de l'engagement, une asso, une personne, 3 personnes, ce sera déjà ça de prix.
Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à la salle dans quelques instants, mais j'aurais quand même une dernière question à tous. J'ai évoqué tout à l'heure notre université européenne UNAROPA, avec ses 11 universités, ses 11 campus, ses 500 000 étudiants. Qu'est-ce que vous, en tant qu'étudiant, alors c'est une question qui peut s'adresser à tout le monde, vous pourriez attendre d'une telle structure, et qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter, comment coordonner les sports au sein d'une alliance, par exemple? Est-ce que vous avez des idées qui pourraient émerger de cette discussion aujourd'hui? La question s'adresse à tout le monde. I think firstly is getting the name out there. I think one of the first things when we sort of came on the store is that not many of us were sure of what Europa was. It wasn't something that was really highlighted to us throughout our time in college. Maybe if you did Erasmus, you'd have some idea, but it was certainly new to me, and I think new to a couple of guys on the team who are certainly asking about it. I think in that sense, it would be a good way to sort of brand it better on the ground, in UCD, for example, or other member universities, just promote it a little bit better. I think that would really sort of pay dividends, and then once people know about it, it's sort of easier from there, isn't it? I agree with my colleague here. I think most of us didn't know a lot about what the organization was. So first thing would be maybe to know about it a little bit better. And then I think this competition, this challenge right here, it's a great example of what could be done with 11 universities collaborating. I think college students have a lot of things in common, one of them being sports, and sports not only being rugby, there's also college volleyball, college handball, college football. So meeting European students in sports, I think it would be a great thing, a super enriching experience. So that would be amazing if it could be done. Yeah, I just think that more tournaments like this, like in different parts of Europe, could be a great way to show to like all the students like that they can participate and that there's room for them in like in these tournaments where like everybody's invited. So I think that if people know that they can participate, they're gonna be more able to understand better like the idea of like more united Europe, like in sports. Ouais, pour conclure, moi je reviendrai sur trois choses. La première chose que ce genre d'alliance pourrait permettre, c'est bien sûr les échanges culturels, se rencontrer, on ne va pas y revenir, mais ça vraiment, je pense que c'est un pilier fondateur du savoir-vivre ensemble pour une Europe durable et inclusive, ça c'est clair. Ensuite, la deuxième chose, ce serait l'harmonisation académique des formations et surtout la protection de nos diplômes. Parce que on le voit, il y a quand même des concurrences pas malsaines pour le coup, mais des concurrences naturelles qui se créent entre les États, entre les universités, qui sait qui a les meilleurs diplômes, où est-ce qu'on va mieux être formé. Et finalement, sur le marché du travail européen, si cette harmonisation académique pouvait avoir lieu, finalement, tous, on aurait une licence, un master qui vaudrait la même chose sur le marché, et on serait mieux protégé aussi sur à quel point on est payé, le SMIC européen aussi pourrait revenir sur la table. Je pense que toutes ces choses-là qui sont quand même facteurs de stress, je pense, et facteurs d'anxiété pour les jeunes, de ne pas trouver leur place dans la société et du coup avoir besoin de partir ou besoin d'aller voir ailleurs, ce serait résolu et ce serait du coup des départs qui ne seraient pas subis mais choisis et avoir une insertion professionnelle et même une insertion socio-professionnelle plus saine, je pense. Et la dernière chose, c'est ce sentiment de citoyenneté européenne et même d'identité européenne que pourraient permettre ces alliances d'université et permettre à terme que les jeunes s'engagent aussi beaucoup plus. Bien sûr, les modalités d'engagement ont changé. On disait beaucoup avant que les jeunes n'allaient pas aux urnes, que les jeunes ne s'engageaient pas politiquement et tout. Je pense que juste c'est faux, les modalités d'engagement ont juste changé. Beaucoup plus de jeunes vont vers le sport, vers les assos, vers des causes qui leur sont chères. Si on crée ce pilier commun, cette identité européenne assez forte, les jeunes s'engageront pour une Europe qui sera plus verte,
pour une Europe où l'égalité entre femmes et hommes soit respectée partout, une Europe où on ait tous le luxe de pouvoir s'insérer professionnellement de manière hyper simple, où la santé serait acquise et pérenne pour tout le monde. Je pense que l'engagement dépend d'un sentiment d'appartenance, et ça pourrait être créé par les universités européennes. Nous allons donner la parole à la salle. Et alors, nous avons un étudiant qui est membre du Bachelor in European Studies, qui a été créé par Una Europa. Alors, c'est justement, on peut peut-être vous donner la parole 2 minutes si vous voulez partager votre expérience, parce que cette formation existe depuis 2 ans maintenant. Il est en 2e année ou 3e année, je ne sais plus. Donc, 3e année. Donc, il a débuté ses études à Bologne. Il est à Paris 1 cette année. Il part à Cracovie l'année prochaine. Et il va recevoir, se voir délivrer une licence, un Bachelor in European Studies de l'Université européenne Una Europa. Donc, avec cette valeur à la fois pluridisciplinaire et d'une formation très, très européenne. So hello everybody. So I'm just talking about my experience quickly at Una Europa and the Bachelor of European Studies. So it was a great experience for the moment because I've been able to study in 2 different universities. So being able to look at how in these 2 countries, how the approach to teaching to university life, which is very different from Bologna to Paris, but also having the ability to go throughout Europe. So next semester, going to Poland, and also meeting a lot of people from all around Europe, which is essential, especially for us in European studies, where most of us, our goal is to further European values, the European community, working in the future in Europe about European topics. And I think it's very important and essential for what Una Europa is doing with this bachelor, but also with this conference and then with this rugby match. It's important to show that there are values in Europe that are shared, that we all share, and that we are a big community, and it's important that everybody understands this and can participate in it. Thank you. Merci beaucoup. Alors, la parole est à la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des observations, tout simplement? En anglais, hein, you can speak in your language. Oui. Vous vous présentez? Bonjour, Émilien Pagès, je suis étudiant à l'Université Paris 1 et je suis membre d'une association de l'université qui s'appelle le Cercle du sport de la Sorbonne. Moi j'avais une question pour rejoindre sur votre dernière prise de parole à tous et toutes autour de la sédentarité, qui est un enjeu de santé publique, une des compétences, je crois, d'appui de l'Union européenne. Je voulais savoir aujourd'hui comment, en tant qu'étudiant dans vos universités, on peut lutter contre la sédentarité, ce qui existe et ce qui pourrait exister à terme dans les universités européennes pour lutter contre ce problème de santé publique. Merci beaucoup. ¿Cómo combatir el sedentarismo en usted universidad? Vale, lo he entendido. Gracias. J'ai compris, merci. Vale, sí, te está preguntando a ti. Okay, can you repeat the question, please, in English? En usted universidad, ¿cómo combatir el sedentarismo? Vale, okay. Sedentarismo, as in, okay, sedentarismo, I understand. Well, I think maybe sedentarism should be approached even earlier than in university, but once you're in university, I think the sports clubs do a great job uniting social life with sports and making sports more attractive. And I think that's the way to get to young people, uniting
their interest with things that maybe they haven't been interested in before. So in the case of rugby, at least, I think the way it has attracted so many young people, it's because it's very linked towards being together, towards making new friends, towards social life. So I think uniting those two things, sports and competition with social life and meeting new people, I think that's an amazing way of promoting sports and avoiding sedentarism. We also organize a lot of tournaments, like inside our university, and we invite everybody to try. At the beginning of each year, we give like sports speeches, like to the new people that come in, and we tell them that, like no matter what level you're at like any sports, you can just come and like have fun, and you'll be admitted in like any team. There's no level test. Like you can just go and have fun. It's not like it's competitive, but it's also, yes, we know that you just want to have fun. So we don't discriminate like against like any level. You just can go and participate. Une autre question ici, oui. Hi, I'm Isabel Garcia. I'm the Vice Director of Culture, Sports and University Extension of Complutense University. The students are great. I mean, they say everything that must be said from their point of view. But from the point of view of the university, it's also true, everything you have said. There is one, I mean, to university you go for research or to learn, but it's also the student life that is really important. And we had this pandemic time that was really hard for us. And to recover from that, one of the things we saw, at least at the Complutense University, is that sports was really alive. I mean, since the year 2021, the teams have grown really a lot. I mean, the different sports and also the participation of the students in the faculties, because we have, as they say, that we have a student have this these teams in their faculties that they organize themselves in the faculties. Sometimes the teams they are merged because they don't have enough students. But as I say, we have the largest competition in Madrid in the community. That is a good sign because it says that students are interested in that social life. That is not only to go partying, that is also good, but also in sports and culture. As I say, from my point of view, from culture and sports, and you say too, it's very important to like join the two things. Like sports is also culture. It's not going to museums or exhibitions or these kind of things. Also sports, I think, is a kind of culture we have to support. And I think there are a lot of opportunities, but I know today is the Erasmus, Sports Erasmus, that is a really good thing because we don't use it very much at the Complutense University, and it's also a good thing. Also these events and the future ones where we have. I think there are a lot of opportunities we have. Students don't know it very well. We have a welcome day and sport is present, and I think it's a good opportunity to know about what we have. Also in Europe. I mean, but we don't have this information about what Unite Europa can do for sports for our students. Merci beaucoup. Alors, le temps est compté. Une dernière intervention. Je donne la parole à Émilie Palmer, qui est secrétaire générale de notre université européenne, Una Europa. Thank you, everyone, and
best of luck to the teams. I can't wait for the results. I really listened carefully to what you said about Una Europa. And that we need to do more on our campuses to make Una Europa known. I'd like to turn the question back to you. So after your experience, your wonderful experience here in Paris, taking part of the Una Europa Rugby Challenge, what do you think you can do as students to go back to your campuses and promote Una Europa? Bien, je vous remercie beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Mais non, je ne vois pas de main se lever. Bien, en tous les cas, je pense qu'on peut les applaudir tous. Un grand merci à mes collègues pour l'animation et puis pour avoir participé à cette table ronde. Merci, chers étudiants. Je vous souhaite un très bon match et voilà, beau combat demain et après-demain. On se retrouve tous dans le grand salon de la Sorbonne aux alentours de 18h pour la cérémonie d'ouverture. Voilà, vous allez voir dans un très bel endroit. Il y a un cocktail ensuite. Donc voilà, donc à tout de suite et merci encore à vous tous.